L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, Citron pressé de Jacques Fayet, avec par ordre d'entrée en action, Lily Sioux, Maria Tamar, René Clermont, Marcel André, André Rouland, Gaëtan Jor, Lucien Frégis, Jacques Fayet. Réalisation Guy Delaunay. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est l'heure passée? Eh bien, servez, Léa. C'est-à-dire que... Faites ce que je vous dis, Léa, servez. Mais madame, monsieur Philippe... Léa a raison, Yvonne. Peut-être pourrions-nous attendre encore un peu. Oh, ton père n'a qu'à être à l'heure. Il est assez pointilleux sur l'exactitude des autres. Voilà déjà 5 minutes que nous attendons. Bien, madame. Tout de même, c'est la première fois qu'on attend. Qu'est-ce que vous dites, Léa? Oh, rien, madame. Du moment que j'ai reçu l'ordre. Madame n'a plus besoin de moi? Non. Dites seulement à Georges de sortir la voiture, je vais en ville. Bien, madame. Est-ce que je garde de l'eau à bouillir? Non, c'est inutile. Tu persistes. Yvonne, réponds-moi. À quoi bon? Non, ne va pas en ville. Tu m'avais promis. Ah, toi aussi, mon pauvre Paul, tu m'avais promis bien des choses. Et il y a si longtemps. Non, mais je te jure que... Oh, ne jure pas. Ne jure pas, je ne te crois plus. Tu es comme un enfant, Paul. Tu tapes du pied, tu fais des caprices, tu veux les choses, mais tu ne tends jamais la main assez vite pour les saisir. Et quand tu les auras, je serai trop vieille. Je n'ai plus le temps d'attendre, Paul. La vie nous file entre les doigts. Et puis attendre quoi? Nous serons toujours ce que nous sommes, tu seras toujours ce que tu es. Non, c'est terminé pour nous. Pas de replâtrage possible. Nous nous connaissons trop. Parce qu'avec lui, c'est différent. Différent, oui. Mais il ne t'aime pas. Je sais, mais moi, je l'aime. Il ne t'apportera jamais rien. Sans doute. Mais lui, au moins, ne m'a jamais rien promis et je ne lui demande rien non plus. À son âge... Continue. Je n'ai rien dit. Si, continue. Dis-le. À son âge, il est trop jeune pour moi. Je le sais bien. Mais dis-toi bien une chose, mon pauvre Paul. Un homme n'est jamais trop jeune quand il serre une femme dans ses bras. Yvonne. Tu vois bien? Non, il vaut mieux que nous en restions là. Nous ne pouvons rien nous dire qui ne soit faux ou désagréable. Et à quoi cela nous avance-t-il? Mais André... Oh, je t'en prie, je t'en prie. Il y a longtemps qu'André nous a jugés. Ce serait lui demander l'impossible que de nous aimer encore. André nous plaint, Paul. Mais il ne nous aime plus. Mais est-ce que nous ne pourrions pas... Nous dissimuler? Oh, mais nous dissimulons, Paul. Très bien. Ne mangeons-nous pas ensemble? Ne montons-nous pas ensemble nous coucher? N'allons-nous pas ensemble à la foire exposition, aux abonnements du théâtre, aux courses et aux concerts? Oh, nous sommes un couple, Paul. Personne ne saurait dire le contraire. Pas même ton père. L'honneur est sauf. Mais l'honneur, on s'en fiche. Oh, c'est toi qui dis ça? Un Mahé qui dit ça? Mais est-ce qu'on t'aurait changé tout d'un coup? Est-ce que tu enverrais par-dessus les moulins le camp dira-t-on? Est-ce que, par hasard, papa ne te ferait plus peur? Est-ce que tu serais un homme, Paul? Je t'aime. Oui. Oui, c'est la seule chose exacte dans tout ce que tu viens de dire. Tu vois bien, Paul, que nous sommes à plaindre. Car moi, je ne t'aime plus. Reste là. Tu n'iras pas jusqu'au bout de ton courage, Paul. Alors ne me retiens pas. J'irai en ville. Écoute-moi, Yvonne. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je sais que... Toujours aussi adroit, Paul. Quand les domestiques cassent de la vaisselle, ils la remplacent. Vous sortiez, Yvonne? Oui. Mais j'ai pas pris mon thé. Ah, je sais, père, mais... Mais servez-moi, voulez-vous? Oui, je vais sonner Léa. Mais Léa est dans sa cuisine. Pourquoi la déranger quand vous pouvez faire son service? Asseyez-vous. Merci. Vous n'en prenez plus? Non, merci. André n'est pas là?
Il passe l'après-midi chez son camarade Castelny. Il sait que j'aime que tout le monde soit là pour le thé. Ce sont les vacances. Justement, les vacances, on les passe à la maison. Sinon, à quoi servirait-elle? Et André a 15 ans. Ah, ça n'est pas une excuse. Et la maison n'est pas très gaie. Non, mais elle est là. 15 ans, moi, je ne pouvais pas en dire autant. Et qu'est-ce que ça veut dire, la gaieté? Est-ce une nécessité? Il est froid, ce thé. Il a attendu. Vous auriez pu en faire autant. Qu'est-ce qu'il a, votre mari? Il est muet? Je t'écoute. C'est fou ce que tu peux écouter, mon pauvre garçon. Dommage que tu ne retiennes jamais rien. Père! Quoi? Tu as dit quelque chose? Oui. Mais je vais travailler. Oui, ne dis pas que tu vas travailler. Dis que tu vas dans ton bureau. Je vais dans mon bureau, si tu le veux bien. Je me demande, Yvonne, comment vous avez pu épouser un être aussi falot que Paul. Je me le demande aussi. Voilà bien les femmes, qui posent des questions quand elles ont donné des réponses depuis longtemps. Il est vrai qu'il était beau. Vous êtes quelques-unes à vous attacher à ce genre de choses. Et puis, il était votre fils. C'est bien ce que vous voulez dire? Oh, je n'en ai jamais tiré aucune espèce de vanité. Croyez-le bien. Mais vous, par contre, vous pouviez en avoir de grandes espérances. Oh, ne recommençons pas, voulez-vous? Pourquoi? S'ennuyer 20 ans avec le fils pour profiter un jour de la fortune du père, ça demande beaucoup plus de force de caractère qu'on ne le suppose. L'ambition n'est efficace que si elle est à long terme. Oh, l'ambition. Oui, l'ambition, c'est pas une maladie. J'ai toujours apprécié les femmes qui ont de la tête. Sans doute est-ce un compliment. Il est dommage qu'elles la perdent quelquefois. Est-ce que vous ne deviez pas sortir? Si. Eh bien, vous pouvez aller. Il est trop tard maintenant. Ah, que le temps passe vite. On a le temps de ne rien faire. Il devient très difficile de prévoir. Tenez, savez-vous pourquoi j'étais en retard à l'instant pour prendre le thé? Ça vous regarde? Je téléphonais à Jacques Delphos. Ah, à Oui. Jacques. Delphos, oui. Gentil garçon, intelligent, un peu têtu, mais ils sont tous comme ça. Ils croient tous qu'ils ont inventé le monde. Pas très courageux, peut-être. Vous ne voulez pas savoir pourquoi je lui téléphonais? Cela aussi vous regarde? Comme tout le reste, je sais. J'ai pensé tout d'un coup que j'avais été injuste avec lui. Ça va faire bientôt plus d'1 an. Déjà? Oh, bon Dieu. C'est un bon ingénieur, vous savez. Et il l'était déjà quand vous l'avez mis à la porte. Oui, mais il m'avait tenu tête. J'aime pas ça. Vous devriez le savoir. Donc je me suis demandé, tout à coup, si je devais continuer à me passer de ses services sous le prétexte qu'il a du caractère. Qu'en pensez-vous, Yvonne? Ah, parce que vous demandez maintenant l'opinion des autres. Quand il me plaît, oui. Vous savez mieux que moi où est votre intérêt. Vous avez raison. Je n'ai pensé qu'à l'intérêt de mes affaires quand je lui ai demandé de... Savez-vous ce que je lui ai demandé? Non. Tout simplement de rejoindre son poste. Son poste à l'usine? Mais où voulez-vous que ce soit? Je crois pas qu'il aurait accepté d'aller ailleurs. Et il a accepté? Bien sûr. Lui aussi, c'est mieux que nous et son intérêt. Et sans... Vous voulez dire quelque chose? Sans condition? Une seule. Peu de choses. Savez-vous, Yvonne, qu'il court en ville, et surtout à l'usine, un bruit qui ne me plaît guère sur son compte. On dit partout qu'il a une liaison. C'est son droit? Bien sûr. Vous êtes aussi de son âge. Il a... Voyons, quel âge a-t-il? 32 ans. Oh, quelle mémoire vous avez, Yvonne. En somme, c'est un jeune homme. On dit aussi que la dame en question... Vous avez terminé? Montez, oui. Autant dire qu'il est froid. Donc, la dame en question... Oh, inutile de poursuivre, père. Vous avez demandé à Jacques Delphos de reprendre sa place. Si vous préférez, de rester à la sienne. À la seule condition de stopper sa liaison. Et il a accepté. C'est bien. Comme vous êtes différente de votre mari, Yvonne. Vous comprenez tout de suite. Entrez! La voiture est prête, madame. Monsieur. Eh bien, quoi, Georges? Vous avez fait tomber votre casquette, ramassez-la. Pardonnez-moi, Georges, je vous ai dérangé pour rien, je ne sortirai pas. Décidément, oui, ma chère Yvonne, je vous admire. Du moins, j'aime votre caractère. Il n'y a que vous et moi pour en avoir dans cette maison. Regardez, Paul,
J'ai 5 minutes de retard pour le thé, c'est tellement inhabituel qu'il en casse une assiette. Je m'attarde à causer avec vous. Georges en est tellement surpris qu'il laisse tomber sa casquette. On dirait vraiment que je leur fais peur. Mais vous leur faites peur, père. Vous le savez très bien. Comme vous faites peur à tout le monde. Même à vous? Moi, je n'ai pas à vous aimer, c'est différent. Ah, ça, c'est ma secrétaire qui me rappelle à l'ordre. Belle vengeance pour elle qui n'a pas les moyens d'arriver en retard. Allô? Oui, c'est ici. Oui, c'est moi, monsieur Philippe Mahé. Oui. Eh bien, je vous écoute, monsieur. Quand? Et c'est... Ah. Bien. Oui, ma belle-fille est près de moi. Ne touchez à rien. Je ferai le nécessaire. Oui, c'est entendu. Je vous remercie, monsieur. Yvonne, Je vous écoute. c'est-à-dire que... C'est bien la première fois que vous voilà troublé. Que se passe-t-il? Il y a que... Oh, et puis, je suis un ours. Je ne sais pas trouver les formules. Il est arrivé un malheur à André. Péritrate de magnésium. Qu'est-ce que c'est que ça? Apparemment, c'est du poison, patron. Ça, je m'en serais douté, figure-toi. Mais encore. D'après le légiste, c'est un révélateur chimique qui sert dans l'industrie. Tu veux dire dans l'industrie dont s'occupe les Mahé? Entre autres, oui. Et le petit en aurait bu? Bu, c'est beaucoup dire, mais il en avait dans l'estomac. Mort sur le coup? Non. André est arrivé chez les Castelny après le déjeuner, vers 2h30. En bon état? À ce qu'il paraît, oui. Lui et son copain ont écouté des disques pendant près d'1 heure. Puis ils sont allés dans le jardin pour une partie de ballon. C'est là que les choses se sont gâtées. Ah. André a eu une crampe à l'estomac, puis mal au ventre. Il a essayé de vomir, et là, sans succès. Madame Castelny a appelé un toubib. Le temps qu'il arrive, c'était fini. Empoisonnement. Donc, si je t'ai bien compris, les douleurs ont commencé pendant la digestion. Oui. Il faut donc conclure que ce péritrate de magnésium, il l'a absorbé en même temps que son déjeuner. Vous parlez d'un menu? Où avait-il déjeuné? Chez lui. Pas question d'aller ailleurs. Vous n'avez pas encore rencontré le grand-père? Non. Parce que, d'après ce que j'ai entendu, il est un peu strict sur la discipline. Il ne s'agit pas de discipline, monsieur le commissaire, mais de vie de famille. Elle nécessite de l'ordre. Quand j'étais jeune, je n'en ai jamais eu. C'est pour ça que j'y tiens. Et ne me parlez pas de sentiments. Ils viennent du cœur qu'ils y restent. L'ordre n'a jamais empêché les gens de s'aimer. Et puis, l'ordre est une sécurité. Si André était resté à la maison, il ne lui serait jamais rien arrivé. Mais il a déjeuné chez vous. Justement, c'est une garantie. À moins d'imaginer qu'on lui ait servi du péritrate de magnésium entre le rôti de veau et la nana. C'est votre menu? Pardon? C'est ce qu'on vous a servi ce jour-là? J'en sais rien. D'une manière de m'exprimer, comme les autres disent entre la poire et le fromage. J'ai jamais fait attention à ce qu'il y a dans mon assiette. J'aime qu'elle soit remplie, c'est tout. Qui s'occupe des menus? Ma belle-fille, Yvonne. Ce déjeuner s'est-il déroulé comme d'habitude? Vous voulez savoir s'il n'y a pas eu d'incident? Oui. Rien n'est-il intervenu qui n'était pas habituel? Mais quel incident voulez-vous qu'il arrive quand les gens sont assis? Donc, vous n'avez rien remarqué? Rien! Nous nous sommes mis à table à 1h, à 2h c'était terminé. Tout le monde était-il là? Comme à l'accoutumée. Paul, Yvonne, André et moi. Il ne viendrait à personne l'idée de manquer un repas. Qui faisait le service? Léa, comme tous les jours. Et la cuisine? Léa également. Je tiens à ce que la cuisinière fasse le service. Sa réputation est en jeu, elle ne traîne pas entre les plats. Et je suppose que tout le monde a mangé la même chose. Naturellement. C'est-à-dire que tout le monde a suivi mon régime. Régime sans sel. Je vois pas l'utilité de faire 36 cuisines. Nous sommes pas au restaurant. La conversation? Vous voulez savoir
De quoi nous avons parlé en mangeant? S'il vous plaît. De rien. Nous mangeons en silence. Total. Ce n'est pas une obligation, mais sans doute n'avons-nous rien à nous dire. Même André? André devait avoir les problèmes de son âge. En quoi aurions-nous pu lui être utiles? Oui. Je devine, monsieur le commissaire, que notre façon de vivre vous étonne. Il ne faut pas. Nous nous créons chacun le mode de vie qui nous convient. Et après le repas? Comme d'habitude également, je suis allé dans mon bureau. Et votre fils? Dans le sien. Jusqu'à l'heure où vous avez connu le drame? Non, nous nous retrouvons tous les jours pour le thé dans le salon à 4h30. Seul André était absent. J'en ai fait le reproche. Et votre belle-fille, qu'a-t-elle fait? Après le repas? Oui. Je suppose qu'elle doit s'occuper de la maison. Peut-être monte-t-elle lire dans sa chambre. Je me suis jamais soucié de ce qu'elle pouvait faire entre les repas. On m'a rapporté en ville que... On rapporte en ville beaucoup de choses, monsieur le commissaire. À croire que les gens n'ont rien d'autre à faire que d'épier leurs voisins. La sagesse est de ne pas écouter ces racontars. Et si par malheur ils arrivent quand même jusqu'à nos oreilles, alors il faut faire comme moi, n'en rien croire. Ne vous excusez pas, monsieur le commissaire. Je comprends très bien votre démarche. Elle est naturelle, je savais que vous viendriez. Depuis ce... Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, madame. Depuis ce drame, je savais que vous viendriez. Avez-vous appris quelque chose? Non, madame, rien encore. Qu'auriez-vous pu apprendre, d'ailleurs? Il n'y a pas de raison à la mort d'un enfant de 15 ans, n'est-ce pas? Il n'y a pas de raison. Je l'espère. Mon mari et moi n'étions pas très proches d'André. Oh, nous l'aimions, bien sûr, mais je crois que nous n'étions pas faits pour avoir un enfant. Il a grandi près de Léa, entre sa chambre et la cuisine. Oh, c'est terrible à dire maintenant, mais je ne me souviens pas avoir jamais joué avec lui. La vie que nous menons ici, par nécessité, l'avait mûri très vite. André n'était pas... Comment vous dire, ce n'était pas un enfant, mais déjà un homme. Sans doute est-ce aujourd'hui ce que je me reproche le plus. N'avoir rien fait pour qu'il reste un enfant. Et maintenant... Mais enfin, ce ne peut être que l'acte d'un fou. Ou alors... Ou alors? Oh, à force de remuer toutes ces choses dans ma tête, je ne sais plus où j'en suis. Tout ça est tellement... Oh, pardonnez-moi, je ne vous serai pas d'une grande utilité. Que vouliez-vous dire à l'instant? Quand? Ce ne peut être que l'acte d'un fou. Ou alors, que vouliez-vous dire? Ou alors on a tué André par erreur. Et je dis ça comme je dirais autre chose. Je cherche, vous comprenez, je cherche. À aucun moment vous n'avez supposé qu'il pouvait s'agir d'un accident. Un accident? Oui, cela se voit tous les jours, par mégarde, par distraction, les gens, enfin les enfants surtout, absorbent n'importe quoi. Vous n'avez pas imaginé une seconde qu'André ait pu absorber du péritrate de magnésium. Mais où? Comment? Mais à l'usine, peut-être. À l'usine? Oh, mais il n'y avait pas de danger, il n'y allait jamais. N'est-ce pas un peu difficile à vérifier? Oh, mais jamais. Son grand-père le lui avait interdit. André n'était pas de taille à lui désobéir, comme tout le monde dans cette maison, d'ailleurs. Eh bien, ici, peut-être. Oh, ici, dans la maison? Quelqu'un aurait pu y ramener de ce produit pour une raison, pour une autre. Oh, mais pour quelle raison? Je vous le demande. Puisque vous supposez qu'André est mort par erreur, c'est que ce poison ne lui était pas destiné. À qui, alors?
vais savoir mieux que quiconque, monsieur le commissaire, que les gens racontent n'importe quoi. Vous permettez que j'arrête cet engin? Je vous en prie. Ah. Vous ne préférez pas qu'on aille ailleurs? Il y a un petit café en bas, pas trop loin. Non, non, merci. J'aime mieux rencontrer les gens dans le milieu où ils sont d'habitude. Eh ben, voilà. On ne sait pas très bien si c'est un atelier de recherche ou l'antre de Cagliostro, mais enfin... Oh, remarquez, on ne peut pas se plaindre, le vieux fait des efforts. Il essaie de se mettre dans le coup. Monsieur Mahé? Ah oui, oui, monsieur Mahé père, bien sûr. Bah, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, pour en revenir à ces bruits... Ah oui, oui, ces bruits. Bah, c'est pas pour dire, monsieur le commissaire, mais les ragots vont bon train. En somme, c'est faux. Faux, non. Non, mais c'est exagéré, quoi. Une liaison, c'est vite dit. On ne peut pas rencontrer une femme 2 ou 3 fois sans qu'aussitôt on ait une liaison. Vous n'avez rencontré Madame Mahé que 2 ou 3 fois? Ah ben, j'ai pas dit ça non plus. Alors c'était bien une liaison. Monsieur le commissaire, vous avez vu Madame Mahé? Oui, à l'instant. Très jolie femme. Vous n'allez pas me dire le contraire. Non, 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 bien sûr, mais... Elle a plus mon âge. C'est aujourd'hui que vous vous en apercevez? Non. Non, mais je veux dire que... J'ai 32 ans, elle en a plus de 45. Il ne pouvait pas s'agir entre nous d'une liaison durable. Et en plus, elle est mariée. Cela aussi, vous le saviez. Enfin, monsieur le commissaire, connaissez-vous beaucoup d'hommes qui repoussent une femme quand cette femme se jette à leur cou? On ne peut pas appeler ça une liaison. C'est... Je sais pas, moi, c'est... C'est de la courtoisie. Où l'avez-vous rencontrée? Madame Mahé? Oui. À l'usine? Non. Oh là là, non. Non, je suis sûr qu'elle n'y a jamais mis les pieds. Le beau-père est formel. Les affaires sont les affaires et les femmes n'ont rien à y voir. Où alors? Bien chez elle. Oui, à l'occasion d'une réception donnée par le patron. Il fêtait les 40 ans de son usine. Quelques cadres avaient été conviés. Rude soirée. Comment cela? Bah, le patron nous a tenu un petit discours. Il a porté un toast, comme on dit. Je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, mais il a assez le mépris des gens qui l'entourent. Qu'a-t-il dit? Eh bien, c'est lui qui avait créé cette usine. Si elle était toujours debout, c'était encore grâce à lui. Nous n'étions là que pour le décorum, comme des pions dans sa main. Et rien n'est plus facile, n'est-ce pas, que de déplacer des pions sur un jeu d'échecs. Ça n'a pas plu à tout le monde. Et à vous particulièrement? Pas plus qu'aux autres, non. Seulement, moi, je lui ai dit. Il n'en croyait pas ses oreilles. Quelqu'un osait toucher à l'Empire Mahé, c'était la fin du monde. Quelqu'un osait enfin dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. La soirée s'est achevée plutôt que prévu. Et alors? Le résultat ne s'est pas fait attendre. 2 jours après, j'étais à pied. Il y a longtemps? Oh, 1 an environ. Vous n'avez pas cherché de travail ailleurs? Non. Bon, j'avais 4 sous devant moi, je les ai mangés. Et puis chercher où? Il n'y a pas une usine à moins de 100 kilomètres. Ici, j'ai ma maison, mes habitudes. Et puis je me disais que les choses finiraient par s'arranger. Et c'est depuis cette fameuse soirée que Madame Mahé et vous... Oui. Elle avait assez apprécié ma sortie. Les femmes adorent les Don Quichotte. Ce petit jeune homme qui tenait tête au vieux lion, ça n'était pas pour lui déplaire. Elle n'en a pas l'habitude. Elle ne pensait même pas que ce fût une chose possible. Quant à moi, c'était une sorte de vengeance. La famille Mahé n'était plus inattaquable. Et le mari? Paul Mahé? Vous ne l'avez pas encore rencontré? Ça n'est rien. Et c'est même pas de sa faute, remarquez. On a dû lui apprendre à obéir à papa dès qu'il a pu ouvrir les yeux. Entrez. Ah, c'est pour vous, monsieur le commissaire. Qu'est-ce que tu veux, Maxime? Je peux vous parler, patron? Oh, maintenant que tu es là. Vous avez du nouveau? Pas grand-chose, et toi? Peut-être. Un indice? Mieux que ça. Une preuve? Mieux que ça. Oh, tu as fini, oui, qu'est-ce que tu as? Un coupable, patron. Un coupable? Comme j'ai l'honneur de vous le dire. Où ça? Dans la cuisine. Oh. Allons, calmez-vous, Léa. Asseyez-vous. Me calmer. Quand je pense à André, je deviens folle. J'en peux plus. Faut que je vous dise, monsieur le commissaire. Faut que je vous dise. Qu'est-ce qui s'est passé? André est mort. Et c'est moi. C'est moi qui... Qu'avez-vous fait? C'est moi qui l'ai empoisonné. Quoi? Oui, c'est moi qui l'ai empoisonné. Enfin, comment ça? Le citron. Le citron, c'est moi qui le lui ai donné. Le citron, mais quel citron? Ah oui, André était là, à la place où vous êtes. Je lui ai fait une citronnade et...
On ne fera rien, n'est-ce pas? Je pouvais pas Non, savoir. non, on ne vous fera rien, mais expliquez-moi. De quel citron parlez-vous? D'un des citrons de M. Philippe Hardy. Oh, je vous ai entendu aller quand vous disiez que le petit avait été empoisonné parce qu'il avait mangé à midi. Autant dire, pas en ma cuisine, pas. Mais c'est pas possible. Ils avaient tous mangé pareil. La salade de tomates, du roast beef, de la purée et du fromage. Oh, c'est simple comme menu, mais c'est un jour de semaine. Monsieur Philippe n'aime pas les grands repas. Il dit que c'est du gaspillage. Moi aussi, j'ai mangé comme eux. Et personne n'a été malade. Personne. Oh! Léa, le citron. Le citron? Oui. Ah oui, le citron. Et ben voilà. Tous les midis, Monsieur Philippe boit un citron pressé. C'est bon pour sa digestion, qu'il dit. Je lui apporte pendant que les autres prennent leur café. Ce jour-là, vous en avez donné un à Monsieur Philippe? Bien sûr. Il n'a pas été malade? Naturellement, il était neuf. Neuf? Ben oui, quoi. Le citron, il était neuf. Je l'avais rapporté le matin même du marché. Je savais qu'il n'y en avait plus, alors j'en avais acheté. Et après? Après le repas, j'ai desservi la table. Et où étaient les autres? Les deux messieurs étaient partis à leur bureau. Madame était montée dans sa chambre. Et André? Quand je suis descendue dans la cuisine, il était en train de presser un citron. Alors je l'ai préparé moi-même avec du sucre et de l'eau gazeuse. C'était une façon de lui faire plaisir. Le pauvre gosse. Il n'est pas tellement heureux ici. C'était un des citrons que vous avez rapporté le matin même du marché? Mais justement non, monsieur le commissaire. Ceux que j'avais achetés étaient restés dans le filet à provision. André en avait pris un dans le réfrigérateur. Mais Léa, vous venez de dire qu'il n'y en avait plus. C'est vrai. Non, je ne comprends pas. Le matin, il n'y en avait plus et après le déjeuner, il y en avait. Vous en êtes certaine? Aussi certaine que le petit n'est plus là. Je n'avais pas prêté tellement attention. Je m'étais dit que j'avais mal regardé, qu'il devait être caché par autre chose. C'est seulement après, quand le drame est arrivé, quand vous avez dit qu'André avait été empoisonné pendant le déjeuner, j'ai réfléchi à ce qu'il avait pu manger, que les autres n'avaient pas eu. Eh bien, il n'y a que ce citron qu'il a eu en plus. Oh, si j'avais su. Dans le réfrigérateur, il n'y avait que le citron qu'André a pris, ou bien est-ce qu'il y en avait d'autres? Il y en avait 3. Et où sont les deux autres? Les deux autres? Oui, où sont-ils? Je sais pas. Allons, Léa, il faut me dire ce que vous en avez fait. Je ne sais pas. Vous l'aimiez bien, André? Oh, pour ça... Alors il faut que vous m'aidiez. Qu'avez-vous fait des autres citrons? On ne me fera rien. Mais rien, je vous le promets. Ce n'est pas de votre faute, vous ne pouviez pas savoir. Où sont-ils? Là-haut, dans l'armoire, derrière les conserves. Maxime, prends-les. Oui, patron. Il faut un tabouret. Bah, vous en faites pas pour moi. Monsieur Philippe, son citron pressé, il le prend toujours devant les autres à table? Oui. Bon, essayez de vous rappeler, Léa. Ce jour-là, quand il a bu, personne n'a eu de réaction spéciale? Réaction spéciale? Oui, personne n'a fait un geste ou dit une parole particulière. Que voulez-vous qu'ils disent? Ils parlent jamais. Voilà les citrons, patron. Bon, portez-les tout de suite au laboratoire, dis-leur que c'est urgent. J'attends ici, dans cette cuisine. Compris, patron. Quand vous n'êtes pas ici, Léa, quand vous êtes au marché, par exemple, n'importe qui peut entrer dans cette cuisine. Ben oui, j'ai aucune raison de fermer les portes. Les portes? Dame, oui, celle qui donne vers la salle à manger, et la petite, là, qui donne sur le jardin. Bon, parfait. Maintenant, Léa, vous allez me promettre une chose. Ne racontez à personne ce que vous venez de me dire. Le laboratoire est formel, patron. Les 2 citrons étaient bourrés de péritrate de magnésium. De quoi tuer un troupeau de bisons. Mon Dieu. On leur a injecté le poison comme de la pénicilline à des malades. Par piqûre. Parfait. Maxime, tu vas fouiller la maison de fond en comble. N'oublie rien, le garage, les dépendances, le jardin s'il le faut. Oui. Il faut me retrouver cette seringue. Demande des agents supplémentaires si c'est nécessaire. Ok, patron. Léa, il vous reste des citrons? Des citrons, oui. Il vous en reste? Quelques-uns, oui. Des 9. Ils sont pour Monsieur Philippe. De l'eau gazeuse, vous en avez? Au frais. Parfait. Préparez-moi des citronnades pour toute la maisonnée et apportez-les-moi au salon.
Asseyez-vous, je vous en prie. Vous êtes bien aimable. Madame, messieurs, j'ai insisté pour que vous assistiez à cette réunion car il faut que je me livre à une petite expérience. Une expérience? Vous avez une façon curieuse de mener une enquête, monsieur le commissaire. À chacun ses méthodes, monsieur. Vous auriez pu attendre l'heure du thé. C'est la pause habituelle. À cette heure-ci, nous avons du travail. Dois-je vous rappeler, monsieur, que votre petit-fils est mort? Venez-en au fait, monsieur le commissaire, s'il vous plaît. Bien que cela n'ait effleuré aucun d'entre vous, j'ai pensé que peut-être André avait absorbé le poison qui l'a tué par accident. Il eût fallu pour cela que nous laissions traîner ici et là des produits dont nous savons très bien qu'ils sont dangereux. À moins qu'il m'ait désobéi et qu'il soit entré dans l'usine malgré mon interdiction. Je vous en prie, père. Or, un fait nouveau vient de m'apporter la preuve, formelle, que la mort d'André n'est pas accidentelle. Il s'agit bien d'une mort décidée, organisée. Oui, autrement dit, préméditée. Préméditée, oui. Mais André a été assassiné. Permettez-moi de vous interrompre, monsieur le commissaire, mais étant donné la tournure que prend votre exposé, il me semble déplacé qu'il soit fait en présence d'étrangers à la famille. S'il doit y avoir scandale, essayez au moins qu'il éclate en vase clos. La présence de monsieur Delphos... J'ai demandé moi-même à monsieur Delphos d'assister à cette réunion, car je ne suis sûr de rien. Je ne vous le fais pas dire. Mais ça n'a aucune importance, monsieur le commissaire. Sans doute faites-vous tout ce qu'il faut pour découvrir la vérité. Quant au scandale, père, il a déjà éclaté. André est mort, mort! Alors qu'importe le reste. Oui, je comprends votre douleur, ma chère Yvonne, mais le reste, comme vous dites, vous semblez oublier que c'est vous, votre mari et moi-même. Comme il ne s'agit pas d'un accident, j'ai pensé, madame, à ce que vous m'avez dit. C'est l'acte d'un fou. Ah, voilà enfin une solution qui paraît sage. Allez jusqu'au bout de votre pensée, monsieur, et arrangeante par bien des côtés. Mais impossible. Un fou ne saurait prendre autant de précautions, son action serait plus directe et vraisemblablement plus violente. Il y aurait dans le crime d'un fou moins de recherche, et si j'ose le dire, moins de raffinement. D'autre part, il faudrait admettre, si nous retenions cette hypothèse, qu'il y aurait parmi vous un désaxé, un malade. Oui, autrement dit, un fou. Autrement dit. Mais vous pourriez peut-être aussi admettre, monsieur le commissaire, si vous n'étiez pas braqué contre nous, qu'un fou ait pu agir de l'extérieur. Une personne que nous ne connaissons pas, et que sans doute vous ne retrouverez jamais. Solution, elle aussi, bien arrangeante, évidemment. Solution logique, à ne pas exclure, s'il vous plaît. Mais comment un fou venu de l'extérieur aurait-il pu, sans courir de grands risques, pénétrer dans votre maison et empoisonner votre petit-fils à l'heure du déjeuner? Mais la cuisine est ouverte à tous les vents. Vous avez pu vous en rendre compte vous-même. M'en suis-je assez plaint. Mais enfin, puis-je vraiment m'occuper de tous ces détails? C'est encore vous, madame, qui avez suggéré que si André n'était pas mort par accident, il était mort par erreur. Mais vous faites du roman, Yvonne. Les meilleurs romans, monsieur, sont ceux qui approchent la vie de plus près. Car vous aviez raison, madame. Votre fils a été tué par erreur. Ce n'est pas lui qu'on voulait atteindre. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Entrez. Patron. Votre collègue vous appelle, monsieur le commissaire. J'ai du nouveau. La seringue? Je l'ai. Où était-elle? Dans la chambre de Georges le chauffeur. J'ai aussi trouvé ça. Cette lettre, elle était également dans la chambre du chauffeur? Non, elle était bien dissimulée au fond d'un secrétaire dans la chambre de... Le chauffeur? Ça m'étonne. Comment se fait-il que Georges, votre chauffeur, ne soit pas là? C'est aujourd'hui mardi, il est en ville pour les besoins de l'usine. Livraison? Livraison et encaissement. Où peut-on le trouver? À la préfecture, au garage central, à la banque. Il fait son itinéraire comme bon lui semble. Bon, tu as compris, Maxime. À la préfecture, au garage central ou à la banque? Allez, file. Compris, patron. Mais je ne vois pas ce que Georges... Je reprends, si vous voulez bien. Donc, si André a été tué par un poison qui ne lui était pas destiné... Oui, c'est que quelqu'un d'autre était visé. Peut-on savoir? Pas encore. Naturellement. Je ne voudrais pas être désagréable, monsieur le commissaire, mais il arrive souvent que des policiers tiennent des propos insensés alors qu'ils sont incapables de fournir la moindre preuve de ce qu'ils avancent. J'ai une preuve. Ah, voilà du nouveau. Madame, pouvez-vous sonner Léa, s'il vous plaît? Mais Léa? Je vois pas ce qu'une domestique... Je vous demande, madame, de sonner Léa. Voilà. Cette preuve, monsieur, je vais, comme l'on dit, vous la porter sur un plateau. Entrez. Entrez, Léa. N'ayez pas peur.
C'est les citronnades, monsieur le commissaire. C'est bien. Posez votre plateau sur la table. Des citronnades à cette heure-ci? Je vous demande pardon, monsieur Philippe, mais c'est le commissaire qui... C'est très bien, Léa, c'est très bien. Vous pouvez aller. Eh oui, monsieur, des citronnades. C'est excellent pour la digestion. Et ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire, puisque vous en prenez tous les midis. Mais où voulez-vous en venir? Oh, à rien de bien extraordinaire. Simplement à vous faire boire à chacun une citronnade. À chacun? À chacun, oui. Boire une citronnade. Enfin, c'est insensé. C'est ça votre preuve? Je ne suis pas très bien à votre démarche, monsieur le commissaire, mais je suis prête. Dois-je boire? S'il vous plaît. Ne vous prêtez pas à ce jeu ridicule, Yvonne. Pardon? Posez ce verre, Yvonne. Mais... André est mort, Paul. Nous ne pouvons plus rien pour lui, ni vous ni moi. Non, ne buvez pas, Yvonne. Non, je dois aider le commissaire, même si je ne comprends pas. Je dois. Ah, laissez-moi. Non, buvez pas. Buvez pas. Non, non. Allons, monsieur Mahé. Laissez-vous aller. Je n'ai rien à vous dire. Oh, mais si. Vous ne serez pas de force à garder pour vous seul toutes les choses qui ont conduit à ce drame. Déjà tout à l'heure, vous avez flanché quand Madame Mahé a voulu boire. Yvonne. Si pendant 1 minute, vous aviez pu conserver votre sang-froid, je n'aurais jamais rien compris. Mais il ne fallait pas qu'elle boive, n'est-ce pas? Vous ne l'avez pas voulu. Vous ne saviez pas si cette citronnade n'était pas empoisonnée, comme l'autre. André, lui, par contre, personne ne l'a empêché. André. Après le déjeuner, il est allé à la cuisine. Il a ouvert le réfrigérateur et y a pris un beau citron. Gentiment, Léa lui a préparé sa citronnade. Et André l'a bu, tout doucement, avant d'aller jouer. Non, je vous en prie, monsieur le commissaire, je vous en prie. Avait-il vraiment soif? Peut-être pas. Mais les enfants font tout à coup les choses auxquelles on ne s'attendait pas. Vous ne pouviez pas soupçonner, vous, que Léa, de temps en temps, faisait de petites gentillesses à André. Et puis, pour lui, peut-être était-ce une façon de faire une bonne farce à son grand-père. Ce grand-père qui ne dit pas un mot à table, qui interdit ceci, qui empêche cela. Ça devait être amusant pour André de lui voler un citron, une sorte de revanche. Oh, anodine, bien sûr, mais suffisante pour un garçon de 15 ans. Quel âge avez-vous, monsieur Mahé? Vous m'avez demandé quelque chose. Votre âge? 46 ans. À 46 ans, on voit les choses différemment. Ce qui peut être une farce, un jeu, devient alors un froid calcul, une action concertée, préméditée. Et pourtant, voyez-vous, les raisons devaient être sensiblement les mêmes. Pendant de longues années, vous avez été comme votre fils. Moi? Comme André? Oui, terrorisé devant votre père, comme il l'était devant son grand-père, affolé par 1 minute de retard à table. Mais avez-vous jamais été en retard? Angoissé par un silence que de temps en temps vous auriez souhaité rompre, solitaire dans un climat d'indifférence. Mais les enfants sont faits pour grandir, monsieur Mahé. Cette perspective leur permet de supporter bien des choses. Et vous êtes devenu un jeune homme, et puis un homme, toujours dans l'ombre de votre père, écrasé par elle, mais avec la quasi-certitude qu'un jour ou l'autre, quelque chose pourrait vous arracher à elle et vous libérer de son emprise. Et effectivement, vous avez rencontré votre femme. Il y a longtemps? Que j'ai rencontré Yvonne? 22 ans. Et vous en êtes tombé éperdument amoureux? Peut-être qu'elle-même ressentait pour vous les sentiments que vous aviez pour elle? Oui, dès le premier jour. Vous ne pouvez pas comprendre. Si, je comprends. Et à ce moment, vous auriez dû la prendre par la main et quitter cette maison, vous étouffiez. Partir avec Yvonne? Oui. Mais vous n'avez pas osé. Non, mon père... Oui, votre père. Mais peut-être aussi la sécurité qu'il vous assurait. Rompre les ponts avec lui pouvait être dangereux ou coûteux. La maison, l'usine. Et puis, vous pouviez penser qu'un jour, il vous laisserait la place. Mais les années ont passé dans un climat de révolte rentrée et de parfaite soumission. Monsieur Mahé père était toujours à la barre. Je ne pensais pas à sa mort. Sans doute est-ce vrai. Vous n'y avez pas pensé jusqu'au jour où Madame Mahé a voulu secouer le joug qui était le vôtre.
Quand elle vous a regardé avec ce regard qu'ont les femmes quand elles s'aperçoivent qu'elles se sont trompées. Ah, taisez-vous. Un regard où se succèdent la surprise, le chagrin, le mépris et l'indifférence. Pourquoi votre fils n'est-il né qu'au bout de 7 ans de mariage? Yvonne ne voulait pas d'enfant. Bien sûr. Parce qu'elle attendait toujours que vous vous libériez. Et puis, tout d'un coup, elle a changé d'avis. Elle s'est dit qu'un enfant vous mettrait en face de responsabilités nouvelles, que cela vous aiderait à sortir de vous-même. Votre femme vous aimait sûrement, Monsieur May, puisqu'André est né. Mais rien n'y a fait. Elle s'ennuyait entre un beau-père tyrannique et un mari docile. Il lui fallait de nouveau accorder sa confiance à quelqu'un, trouver, avant qu'il ne soit trop tard pour elle, la possibilité de s'amuser, de se livrer, enfin d'être docile elle-même. Elle a rencontré Jacques Delphos. Yvonne ne l'aimait pas. Ou, nous ne le saurons jamais, ni vous ni moi. Disons, si vous voulez, que les apparences y étaient. À ce point que vous vous y êtes trompé, et que vous avez tenté de la reconquérir, de la détourner du chemin où elle risquait de s'engager définitivement. Mais reconquérir une femme qui n'a pour vous que mépris ou indifférence, c'est une tâche difficile, voire impossible. À moins de se montrer à elle le contraire de ce qu'on était jusqu'alors. Et comme tous les faibles, vous avez cherché un responsable. Pour vous retrouver vous-même, il fallait que disparaisse celui dont vous étiez à la fois le fils terrorisé, l'employé subalterne, la tête de Turc. Si les gens savaient de quoi sont capables ceux qu'ils humilient... C'est faux. Votre père disparu, la maison de nouveau bruyante et animée, l'usine bien à vous, vous pensiez que votre femme se reprendrait à son tour, et qu'elle vous reviendrait. Non, c'est faux, je vous assure que c'est faux. Alors vous avez acheté des citrons, sachant bien que seul votre père en usait régulièrement ici. Vous leur avez injecté du péritrate de magnésium et vous les avez mis là où vous étiez sûr que Léa les prendrait. Non, je n'ai jamais eu de péritrate de magnésium. Enfin, quelle difficulté d'en prendre à l'usine. Mais non, je n'ai pas accès aux armoires, je vous jure. Je n'ai jamais mis les pieds dans les laboratoires. Je ne m'occupe que de la comptabilité. Vous pouvez vérifier. Oui, entrez. Alors, Maxime? Rien jusqu'à présent, patron. Bon, vous êtes allé partout où il devait passer? Partout, oui. La préfecture, le garage central, la banque. On a même fait 2 ou 3 cafés où il s'arrêtait volontiers. Bernic. Le plus bizarre, c'est que... C'est que quoi? Il passe pour être ponctuel. Or, aujourd'hui, on ne l'a vu nulle part en ville. Ils sont drôlement étonnés, surtout à la préfecture. Il devait prendre des papiers importants, paraît-il. Monsieur May, quel papier? Une autorisation de construire. On devait agrandir le pavillon gauche. Quelle voiture a pris votre chauffeur? La voiture de l'usine. Il la prend toujours pour aller en ville, car elle porte un panneau publicitaire. Un panneau rouge et jaune? Oui, je crois. Qui porte comme mention usine de produits chimiques Philippe Mahé. Oui. Pourquoi? Eh bien, patron, parce qu'un gendarme a retrouvé ce panneau dans un fossé, à quelques kilomètres d'ici sur la route de Paris. Bon, Maxime, téléphone à la brigade spéciale qu'elle arrête sur la route de Paris une voiture... quelle marque? Pardon? Mais quelle marque, la voiture? Un break Renault. Couleur? Noir, je crois. Enfin, comment, vous croyez? Oui, noir. Bon, renseigne-toi sur le numéro. Allez, file. Tiens-moi au courant, je t'attends ici. Entendu, patron. Il y a longtemps que Gaston est à votre service? Non, 4 ou 5 mois. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Avant? Oui, avant d'être chauffeur. Où travaillait-il? Je ne sais pas. Comment, vous engagez un chauffeur sans lui demander ses références? Je ne m'occupe pas du personnel. Bien sûr, bien sûr. Vous n'êtes qu'à la comptabilité. Oui. Très bien tenue, l'usine de votre père. Les livres, surtout. Je les ai eus en main ce matin. Drôle de boulot, dites-moi. Tel ouvrier entre à telle date, il en sera tel autre. Tel produit est fabriqué un jour, vendu le lendemain. Oh, on se noie dans la paperasserie. Il s'appelle Gaston, le chauffeur. Gaston, oui. Gaston Robin. Peut-être. Sûrement. Et avant d'être chauffeur, il était laborantin. Ce sont les livres qu'ils lisent. Dur métier que celui de laborantin. Ils manient des produits dangereux. Ils en inventent de plus dangereux encore, et qui valent cher. J'ai été suffoqué de constater combien un petit flacon de péritrate de magnésium, grand comme un dé à coudre, pouvait valoir d'argent. Il doit leur falloir une bonne dose d'honnêteté pour écarter les tentations. Mais Gaston Robin était honnête. Oui. Non. Et un jour, il a volé un de ces petits flacons. Et puis il a essayé de le vendre. Un de vos concurrents, bien sûr. Seulement, ce concurrent était honnête. Oui, ça arrive. Il vous a prévenu, vous. Mais vous inventez. Alors votre première réaction a été de jeter à la porte cet ouvrier indélicat. Mais vous avez réfléchi. Comme il vous serait utile d'avoir enfin quelqu'un qui vous soit entièrement dévoué, sur lequel vous pourriez exercer un moyen de pression. Vous,
qui avez toujours été soumis à votre père, votre femme, vous alliez enfin connaître l'ivresse de commander et d'être obéi. Alors vous avez fait muter Gaston Robin, ce qui à la fois l'éloignait de ce laboratoire où sa tentation eût été trop forte et le maintenait près de vous, à votre discrétion. Vous en avez fait votre chauffeur. Quel sentiment de reconnaissance alors il a dû éprouver pour vous, car cet homme intéressé, âpre au gain, était un homme simple. Car c'est bien en homme simple qu'il vous a écrit cette lettre. Cette lettre? Que mon second a trouvée bien cachée dans votre chambre. Il était dangereux pour vous de la garder, mais elle vous attachait trop, Gaston Robin, pour que vous puissiez vous en séparer. Il vous racontait tout. Comment il avait volé le flacon, comment il comptait le vendre, et il vous remerciait de votre compréhension, de votre gentillesse. Et il vous assurait bien sûr qu'il ne recommencerait plus. Imbécile. S'il avait su à quelle tâche vous le destiniez. Mais je ne lui ai rien demandé. Il a agi de lui-même. Ouais. Parce que mon père était avec lui comme il est avec tout le monde. Humiliant, dominateur, injuste. Parce que devant lui, il ne pouvait être que comme les autres. Faible et lâche. Parce qu'il devait en avoir assez d'être considéré comme un enfant, de se taire à table comme un enfant, de ne jamais manger ni boire ce qui lui plaisait, d'être toujours dans l'ombre, de n'être jamais consulté, d'avoir vu sa femme se détacher de lui. Gaston Robin était marié? Pardon? Non, je ne crois pas. En somme, monsieur Mahé, Gaston a voulu tuer votre père parce que vous étiez malheureux. Moi? Ne venez-vous pas de me le dire? Mais non, mais je vous parlais de Gaston. De Gaston. De Gaston, bien sûr. Allô? Oui? Ici le commissaire Frémont. Comment? Ah bon? Où ça? Parfait, envoyez-moi un rapport. Merci, mon vieux. C'est la brigade spéciale. Gaston s'est tué sur la route en fuyant vers Paris. Tué? Voilà qui n'arrange pas vos affaires. Comment prouverez-vous maintenant qu'il a agi seul, sans que vous ayez eu besoin de lui souffler ce qu'il avait à faire? Arriverez-vous seulement à prouver que c'est lui qui a agi, et non vous? Je viens d'apprendre que Gaston s'est tué. Est-ce vrai? C'est vrai. L'imbécile. Et naturellement, la voiture est fichue. Enfin, c'est un petit malheur. Alors, commissaire, et cette enquête, elle avance? Vous l'avez enfin, votre assassin? Je pense même qu'il y en avait deux, monsieur. Ah. Et pourtant, voyez-vous, le véritable coupable, je crois, hélas, ne jamais rien pouvoir contre lui. L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. C'était aujourd'hui Citron pressé de Jacques Fayet. Lily Sioux était Léa la Bonne, Maria Tamar, Yvonne Mahé, René Clermont, Paul Mahé, Marcel André, Philippe Mahé, André Rouland, Georges le chauffeur, Gaëtan Jor, le commissaire Frémont, Lucien Frégis, Maxime, Jacques Fayet, Jacques Delphos. Prise de son Marcel Ostalier, mixage Robert Pierrel, collaboration technique Basile de Navrotsky, bruitage Louis Matabon, assistante Odile de Pontual, réalisation Guy Delaunay.